Bonjour à tous, je vais vous présenter comment faire une installation électrique simple, propre et pas trop chère. Alors la première chose, c'est qu'il va falloir voir exactement ce qu'on veut faire avec cette installation électrique. Si on veut par exemple être en autonomie totale et se poser sur un spot pendant une semaine, ça va pas être la même chose que quelqu'un qui va rouler un petit peu tous les jours et qui va recharger ses batteries par cette façon-là. Ou alors que quelqu'un qui veut juste se recharger sa batterie de téléphone une journée, le temps d'aller au camping et puis voilà. On va éradiquer tout de suite la première partie, ça va être celui qui va juste se poser une journée ou alors un après-midi. Donc ça, c'est un panneau solaire donc avec une seule prise USB au dos. Ça recharge pas énormément quand il fait gris, mais ça peut largement suffire. Donc ça, associé à une petite power bank, on a une installation pour aller une trentaine d'euros, un truc comme ça. Mais bon, c'est vraiment l'installation minimale, il n'y a vraiment pas besoin de plus pour quelqu'un qui va à peine se servir de son téléphone ou alors vouloir le recharger. Donc ça, c'est vraiment le minimum. Pour partir sur les batteries, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs technologies de types différents et que ça va pas du tout être le même coût. Alors du coup, dans le moins cher, on va trouver la batterie de démarrage d'occasion. On peut retrouver entre 20 et 50 euros, donc soit en casse ou alors sur le bon coin. Après, ça, c'est pas forcément ce qui est préconisé. Bon, pour le moment, c'est ce que j'ai, ça marche à peu près bien. Il n'y a pas trop de choses pour lesquelles je vais m'en plaindre, mais bon, c'est pas forcément l'idéal. Ensuite, on a les batteries de décharge lente. Donc ça, on peut en trouver sous divers noms, mais décharge profonde ou alors batterie auxiliaire, sans plus de précision que ça, généralement c'est à peu près la même chose. Batterie scellée, c'est ce genre de choses. On peut aussi les retrouver sous le nom de batterie, donc batterie servitude, dans le cas de batterie marine, et c'est à peu près les mêmes batteries. Donc vous pouvez trouver ça entre 30 minimum, 50, 70 euros, ça va être l'occasion, sinon on peut monter facilement à 100 euros pour une 100 Ah. Donc ensuite on aborde le sujet des batteries gel, donc qui elles sont plus chères, ça va être environ 180 euros les 80 Ah pour l'entrée de gamme. Sinon ça peut très facilement monter à 350 euros, donc là on dépasse largement tout ce que je vais pouvoir énoncer dans le reste de la vidéo. Et du coup le plus cher ça va être la batterie lithium, donc là on avoisine très facilement les 500 euros, mais on peut monter facilement à 2000 euros, voire bien plus. Pour le circuit de recharge, là on va partir sur des choses très simples. Donc d'abord recharger avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire l'alternateur du moteur qui nous fournit de l'énergie. Donc pour ça on a deux solutions, donc soit on a le coupleur séparateur, ce qui se fait dans la plupart des camping-cars. Donc là ça va être un relais qui va être contrôlé intelligemment et qui va laisser passer le courant que quand la batterie moteur est pleine et que l'alternateur est en marche. Donc ça peut être pas trop mal pour quelqu'un qui veut vraiment pas se prendre la tête. Donc ça coûte aux environs des 50 euros. Bon, après on peut faire beaucoup moins cher en faisant la même chose mais en manuel, avec un simple coupe-circuit qui lui va coûter 5 euros. Par contre oui, si on recharge avec le moteur, du coup, on va se retrouver à avoir généralement une distance qui sera assez élevée, puisque la batterie, dans la plupart des cas, elle est dans le compartiment moteur. Bien, maintenant elle se retrouve sous le siège conducteur souvent. Donc plus on a de la longue distance à faire, et surtout avec des intensités assez élevées, plus on va devoir prendre du câble de grosse section. Donc là vous pouvez prendre par exemple du câble pour du câble de démarrage par exemple, ça marche assez bien. Après on n'aura peut-être pas forcément toute la distance qu'il faut. Sinon on peut prendre aussi du câble qui va servir pour les amplificateurs de sono de voiture, on trouve les kits à peu près autour des 25 euros et vous avez 2-3 autres câbles à côté. Maintenant on va parler solaire, et donc on va commencer directement par le régulateur. Donc là il y a deux grandes technologies, donc on a le PWM d'un côté, qui lui va être vraiment la solution économique. Ça coûte à peu près entre 5 et 10 euros pour un régulateur qui va être vendu sur AliExpress ou eBay. Soit justement on va se retourner vers du MPPT, là du coup ça va coûter beaucoup plus cher, donc c'est ce qu'on peut voir autour des 80 euros minimum, et là du coup ça va quand même entamer pas mal le budget. Alors quelle est la différence entre les deux? Généralement en fait ça va être marketé comme étant 25% de différence, sauf que généralement cette différence elle est principalement quand il fait nuageux, donc quand on en a le plus besoin. Donc ces 25% là il va falloir essayer de voir pour les gratter un peu ailleurs. Au niveau du panneau on a plusieurs possibilités. Donc la première, ça va être de prendre un panneau chinois, donc sur des sites de revente comme AliExpress, eBay, etc. Et là, dans ce cas, on peut vite se retrouver avec des panneaux qui sont à peu près efficaces en été, mais par contre, dès qu'on se retrouve avec du temps couvert, ça va être vraiment dégueulasse. On va se retrouver à recharger même pas 10 watts, donc c'est pas forcément une super idée. Ensuite, on a le panneau solaire en neuf, donc là, ça va coûter autour des 120, 150 euros, donc là, on va se retrouver dans ces prix-là, donc pour des puissances d'à peu près 100 à 150 watts. Vous trouvez un peu moins cher, mais bon après il faut faire attention aux frais de port aussi. Parfois ça peut dépasser les 50 euros pour un panneau, donc ça change radicalement le budget. Et ensuite, dernière possibilité, c'est prendre du panneau solaire en occasion. Donc par exemple sur le bon coin, moi j'ai trouvé mon 150 watts pour 50 euros. On peut trouver du panneau de maison ou alors du panneau
de camping-car. Donc ça, faut bien trouver, faut pas rechercher uniquement dans les équipements caravaning ni nautisme. On peut rechercher aussi dans la catégorie bricolage sur le bon coin, ça marche plutôt bien. L'avantage de ces panneaux-là, c'est que généralement ça va être du panneau de qualité et on sait qu'il a déjà servi, on va pouvoir le tester directement en entrée de jeu, au moins voir qu'il débite un minimum de tension, et comme ça au moins on sera sûr qu'on aura un produit en face de nous qui ne sera pas totalement dégommé. Ou alors, en plus de ça, on peut voir si ça correspond bien aux dimensions de notre véhicule, si on a un peu le doute. Maintenant, on va parler de tout ce qui consomme notre énergie, parce que c'est bien de la stocker, c'est bien de la produire, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est pour la consommation. Alors pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est impérativement équiper ça de fusibles. Alors du coup, pourquoi protéger par des fusibles? Alors déjà, la première raison, c'est pour éviter que tout votre circuit surchauffe et que ça commence à prendre feu. Donc ça peut être déjà pas trop mal. Ensuite, deuxième raison, quand vous avez quelque chose qui claque, par exemple, quelque chose qui se met en défaut, derrière, le truc qui est pas mal, ce serait que tout le reste ne s'arrête pas de fonctionner d'un seul coup. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment séparer au maximum. Donc là, comme vous voyez, j'ai vraiment toutes mes entrées qui sont prises. Et donc là, il va y en avoir un pour l'autoradio, il va y en avoir un pour tout ce qui va être vraiment... là ici, j'ai ma multiprise qui est juste ici. Donc là, qui est rebranché directement sur un fusible. Et vous voyez que j'ai pas les mêmes couleurs, parce que j'ai justement adapté en fonction de ce que j'allais avoir derrière. Pour éviter que ça claque simplement en fonctionnement normal, mais pour que ça claque justement si jamais il y a un dysfonctionnement qui entraîne une surchauffe ou quelque chose comme ça. Une fois qu'on a tout protégé par des fusibles, du coup, alors, qu'est-ce qu'on va consommer? Déjà, on va essayer de privilégier tout ce qui est en 12 volts et en 5 volts. 5 volts pourquoi? Parce que c'est de l'USB et c'est du continu. Donc du coup, c'est pas trop compliqué de faire ça à partir du 12 volts continu. Et derrière, donc le 12 volts, parce que c'est nativement la tension de notre installation. Donc pourquoi ça? Parce que plus on met des convertisseurs, plus derrière on va se retrouver à perdre de l'énergie à la transformation. Donc si on prend le cas d'un PC portable, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, comme le PC portable, lui, il est en généralement 19 volts continu à la prise derrière, en fait, ce qu'on va faire, c'est que si on branche sur un transformateur, on va passer de 12 volts continu à 220 volts alternatif, donc là ça fait quand même une grosse transformation, et ensuite on repasse en 19 volts continu. Donc là ça fait quand même des pertes à plusieurs endroits, c'est-à-dire à la conversion de 12 vers 220, donc voilà, et ensuite de 220 vers 19, alors que simplement on pourrait juste trouver un adaptateur qui rehausse la tension, et c'est ce qu'on trouve dans des chargeurs de PC portables en 12 volts. Et donc ensuite aussi, il faut faire un peu attention à la puissance que nos appareils consomment. Donc par exemple, entre un PC portable de gamer et un PC portable de bureautique, donc on va plutôt privilégier celui de bureautique, ou pareil, si on a une tablette, on va peut-être éviter de prendre le PC si c'est juste pour consulter une vidéo YouTube. Donc là, on peut prendre la tablette qui va consommer un peu moins. Et encore une fois, si c'est juste pour regarder ses mails pendant 2 secondes, ça sert à rien de prendre la tablette et il vaut mieux prendre le téléphone portable. Voilà, c'est tout simple. De ce côté-là, c'est juste des bonnes habitudes à prendre. Alors maintenant, au niveau de l'installation en elle-même. Alors, comme on peut voir, juste ici, on a mon régulateur. Mais alors du coup, le câble, il vient d'ici. Donc j'ai fait passer par l'aération, donc le câble qui serpente ici et qui passe en dessous de tout le reste, qui passe tout en haut là, et ensuite qui redescend jusqu'à remonter vers le régulateur. Donc ça c'est le câble du panneau. Quand il arrive sur le panneau, il arrive sur les 2 entrées ici pour le panneau solaire. Juste ici, on a les 2, donc ça va être pour la batterie. Alors ici, on va peut-être pas bien voir, mais ça va être pour la batterie. Et juste derrière, ça va être pour tout ce qui est consommateur. Donc là, celui-ci, c'est un 30 A qui peut sortir 30 A en sortie. Donc pour certains, ça va être seulement 10 A, il faut faire un peu attention. Donc ça, c'est à voir au niveau du choix du contrôleur en lui-même. Donc là, on voit qu'il recharge bien les batteries, c'est normal, je m'en suis pas servi pendant une semaine, donc forcément il a eu le temps de recharger tout ce qu'il fallait. Derrière, donc ouais, on peut voir qu'il a 2 ports USB dessus, au moins c'est pratique, ça permet d'avoir des prises sans trop se prendre la tête. Donc, nous disions après au niveau des consommateurs. Donc là, j'ai un câble ici, donc on va pas bien le voir, mais j'ai utilisé la même gaine pour pouvoir faire passer le câble jusqu'à la boîte à fusibles. Et de la boîte à fusibles, donc je remonte derrière vers tous les consommateurs, donc que ce soit ici la multiprise allume-cigare, ou alors par exemple ici mon panneau de contrôle, tout ça c'est contrôlé pareil, c'est contrôlé par les fusibles. Donc pour finir, maintenant qu'on a vu à peu près tout ce qu'il faut, voilà, on n'a juste pas parlé de comment dimensionner sa batterie.
Donc ça, à ce niveau-là, il faut vraiment faire un tableau avec ce qu'il consomme, pendant combien de temps, parce qu'on va pas laisser une lumière allumée 24 heures dans la journée. Et du coup, donc pas oublier de vérifier vraiment à ce niveau-là toutes les consommations de chacun des appareils qu'on veut mettre dedans. Et se garder une marge de sécurité. Et généralement, pour une installation un minimum, enfin à peu près minimaliste, on se retrouve autour des 100 ampères de batterie une fois la marge prise en compte. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous avez des modifications que vous voulez apporter à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai remonter en commentaire, et puis on verra ça ensemble. Allez, bonne journée à tous!